Bonjour, bonsoir, buenas tardes. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré à nos chers assistants de langue française. Vous êtes nombreux à vous connecter avec nous, vous êtes nombreux, nombreuses à vous être inscrits. Merci beaucoup, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Alors, quelques petites règles techniques pour le fonctionnement de ce webinaire. Tout d'abord, voilà, compte tenu du nombre, vous allez entrer dans ce webinaire avec vos micros et vos caméras coupés automatiquement. Nous espérons que vous pourrez bien visualiser la présentation dont la première diapositive est déjà sous vos yeux. Nous serons ravis en fin de webinaire, en fin de présentation, de répondre à quelques-unes de vos questions. Pour cela, merci de nous les adresser via le bouton questions-réponses qui est en bas de votre écran sur l'interface de Zoom. Vous pourrez bien évidemment agir, interagir via le chat, mais pour vos questions-réponses, merci de nous les adresser via l'onglet questions-réponses sur votre interface. Voilà. Sans plus attendre, je cède la parole à Aude Molin-Chuseville, attachée de coopération éducative du service de coopération et d'action culturelle, du service de coopération éducative de l'ambassade de France en Espagne. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Nous espérons déjà que votre prise de poste dans les établissements dans lesquels vous êtes s'est bien passée, que vous avez passé un bon premier mois. Ravi, effectivement, comme l'a dit Sébastien, de vous voir aussi nombreux. C'est la première fois qu'on organise un webinaire pour les assistants de langue. Et déjà, en introduction, vous remercier pour tout le rôle que vous faites, vous, au sein des établissements pour la promotion du français, de la langue française, et aussi puisque votre action participe à l'amélioration de l'enseignement du français à côté, bien sûr, des professeurs qui sont avec vous. L'objectif de ce séminaire, c'est de nous présenter, de nous faire connaître, de voir aussi pour vous comment nous pouvons être un appui grâce à différentes ressources, et aussi vous convaincre, ou en tout cas essayer de vous convaincre à ce que vous soyez un relais d'information pour nous, au-delà des tâches, bien sûr, pédagogiques que vous assurez. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes donc un service, la coopération éducative et linguistique s'inscrit dans le service culturel de l'ambassade. Qu'est-ce qu'un service culturel dans une ambassade ? C'est promouvoir la politique française en matière de culture, en matière de diffusion des livres, de l'édition, en matière de coopération universitaire et scientifique, par exemple, promouvoir les études supérieures en France, promouvoir les partenariats entre différents scientifiques dans la recherche. Et puis nous, on est un service qui s'occupe en plus effectivement de la langue française et l'éducation, vraiment ce lien-là. Et pour cela, donc on se présentera tout à l'heure, mais on travaille avec un réseau de partenaires, à la fois les 6 antennes de l'Institut français d'Espagne et également les alliances françaises aussi en Espagne, alliances qui sont en fait des associations qui ont pour objectif de promouvoir et la langue et la culture française. Donc, vous voyez, au sein du territoire espagnol, vous avez quand même beaucoup de structures partenaires. Je vous invite vraiment à essayer de les contacter, à voir quels projets ils portent et comment vous pouvez ou pas intéresser vos élèves. Enfin, vous pourrez de toute façon intéresser vos élèves aux différents projets qu'ils le font. Et ce n'est pas présent sur la carte, mais on vous invite aussi à travailler avec les établissements d'enseignement français, les fameux lycées français, qui suivent un curriculum français. Mais c'est vraiment intéressant dans les interactions entre ces établissements qui ont un programme français d'enseignement que vous avez connu quand vous étiez élève en France, et puis les établissements espagnols dans lesquels vous êtes. Donc là, on va un petit peu plus rentrer sur se présenter, parce que vous voyez différentes personnes à l'écran, et vous allez maintenant découvrir qui est qui. Donc, je vais juste présenter 2 collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est Annette Maxime et Orlando Rodriguez, qui sont en charge de toute la diffusion, de la coordination des examens de langue française
que les élèves que vous accompagnez sont invités à passer en fonction de leur niveau de langue, les fameux DELF-DALF, et on reviendra là-dessus si vous avez des questions plus tard. Je cède la parole à Élodie. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis basée à Madrid. Je suis assistante de la coopération éducative et je travaille sur tous les dossiers nationaux. Bonsoir, donc je suis Elsa Krief, donc je suis attachée de coopération pour le français. Donc moi, je suis essentiellement donc, sur le territoire nord face atlantique. Donc je travaille pour les Asturies, la Cantabrie, la Rioja, la Navarre et le Pays Basque. Je suis basée à Bilbao, voilà, à l'Institut français de Bilbao plus exactement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julie Morel. Moi, je suis attachée de coopération pour le français, donc pour la zone sud, qui regroupe Andalousie, Estrémadure et la région de Murcie. Je suis basée à l'Institut français de Séville. L'Institut français de Séville a pour particularité de ne pas proposer de cours de langue. On est uniquement un bureau de coopération culturelle et éducative. Et bonjour, donc je suis Sébastien Portelli, attaché de coopération pour le français basé à Barcelone et en charge donc de la coopération pour les régions d'Aragon, de la Communauté valencienne, de la Catalogne et des îles Baléares. Voilà, donc dans cette zone, vous pouvez compter sur la présence de 2 instituts français, un à Valence et un à Barcelone, et de 3 alliances françaises, 2 en Catalogne et une à Palma de Mallorca sur les îles Baléares. Et donc, on vous a mis aussi pour nous contacter une adresse générique si, au-delà de ce webinaire, vous souhaitez nous solliciter pour différentes questions, projets. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans les détails sur qu'est-ce que nous faisons, nous tous, donc les 5 à l'écran que vous voyez, puis Annette et Orlando sur les certifications de langue française. Donc, qu'est-ce qu'on appelle finalement la coopération éducative et linguistique? Quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on fait en Espagne? Et comment on travaille avec les autorités espagnoles? Notre premier rôle, c'est de promouvoir le plurilinguisme et la langue française. Donc, c'est un rôle qui est éminemment politique, puisque c'est quelque chose qui nous a été demandé par notre président de la République. C'est quelque chose que l'on fait aussi avec l'ensemble des pays francophones, dans le cadre des pays, notamment de l'Organisation internationale de la francophonie. Et pourquoi en Espagne, c'est d'autant plus important? Vous avez été tous élèves en France. En France, il y a 2 langues vivantes obligatoires. Donc, vous avez eu la chance les uns les autres de pouvoir apprendre 2 langues au moins. En Espagne, ce n'est pas le cas. Et donc, tout l'objectif pour nous, c'est de promouvoir la langue française et aussi d'insister sur le fait qu'apprendre 2 langues, au-delà de l'anglais, c'est vraiment important à la fois pour la culture, pour l'ouverture d'esprit, pour l'emploi, etc. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle premier de promotion de ce plurilinguisme qui est politique. Et c'est encore plus important en Espagne où on doit non seulement convaincre le ministère de l'Éducation, mais aussi les communautés autonomes, puisque ce n'est pas comme le rapport hiérarchique n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs aussi à travailler avec chacun de nos communautés autonomes, puisqu'on va travailler vraiment sur le terrain, comme vous tous. Vous êtes vraiment placés à des endroits clés pour nous. Et c'est aussi important en Espagne, effectivement, puisqu'il n'y a qu'une seule langue vivante, l'anglais. Et donc, langue, la LV2 est souvent de manière optionnelle, elle n'est pas enseignée de manière uniforme. Donc voilà, c'est tout ce travail-là que l'on fait, et pas seul, puisque bien évidemment, comme c'est quelque chose de politique, il y a aussi notre ambassadeur qui est derrière nous. Très bien, moi je vais donc vous parler d'une des principales missions de notre coopération éducative et linguistique, qui est donc le soutien de l'enseignement du et en français. Alors, l'enseignement du français
considéré comme une langue étrangère, bien sûr, en Espagne, mais également l'enseignement en français, donc ce qu'on appelle les DNL, c'est-à-dire les disciplines non linguistiques. Donc, il y a plusieurs établissements qui ont des sections bilingues ou plurilingues selon les régions et donc qui enseignent des matières en français. C'est peut-être le cas des établissements dans lesquels vous vous trouvez. Donc, ce soutien de l'enseignement du et en français, il se concrétise également par des actions de formation. Hein, donc, la coopération éducative et linguistique propose des formations aux professeurs de français et en français. Donc, voilà, il y a l'université d'été, les journées du FLE qui s'organisent localement. Voilà. Et ensuite, on a aussi des demandes directement des autorités éducatives locales qui ont des besoins en formation. Et donc, parfois, ils font appel à nous et on organise des actions donc plus concrètes. Voilà, donc il y a ces formations. Ensuite, nous soutenons évidemment ce qu'on appelle les sections Bachibac. Très brièvement, donc c'est un programme binational, hein, donc franco-espagnol, qui permet d'obtenir le baccalauréat et le bachillerato. Voilà, c'est une double délivrance de diplômes. Voilà, beaucoup de succès en Catalogne notamment. Ensuite, nous soutenons ce qu'on appelle le label France Éducation, qui est un label qui est octroyé par le ministère des Affaires étrangères et l'Agence de l'enseignement pour le français à l'étranger, et donc qui est un label d'excellence et de reconnaissance qui reconnaît un peu donc, les centres qui ont une forte, enfin qui mettent en avant, pardon, cet enseignement du français et en français également si important, voilà, en Espagne hein, en général. Voilà, c'est également les certifications hein, d'ELDAF, on en a parlé un tout petit peu avant. Ces certifications d'ELDAF qui sont très, très importantes en Espagne. Hein, donc, le service qui est du Centre national des examens est intégré dans la coopération éducative et linguistique. Et ces certifications d'ELDAF sont délivrées, elles, par le ministère de l'Éducation nationale. Et l'opérateur qui s'en occupe, c'est France Éducation internationale, que je suppose vous connaissez bien. Voilà. Voilà. Des concours également. Hein, donc, on organise aussi des concours pour, quand on dit concours, c'est donc des concours pour les professeurs, mais surtout pour les élèves. Alors, par exemple, on organise tous les ans enfin, on en a organisé 2, hein, un grand concours photo qui a beaucoup de succès. Et donc, autour de la photo, mais également du plurilinguisme. Voilà. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais c'est pour vous donner un peu le panel de nos actions. Alors, moi, je vais vous parler d'un autre volet de notre coopération. Si la plupart de nos actions s'inscrivent en coopération avec les autorités éducatives espagnoles, on travaille aussi avec la France, puisqu'on essaye de faciliter les partenariats entre les académies françaises et les communautés autonomes espagnoles. Donc, on est là pour mettre en lien ou pour accompagner ou pour relancer certains partenariats, sachant que ces partenariats permettent ensuite des projets entre académies qui vont favoriser la mobilité d'enseignants ou d'élèves. Par exemple, il y a des programmes comme Picasso Mob qui sont des programmes de mobilité d'élèves. Par exemple, en Andalousie, là, il y a eu à peu près 200 élèves français qui sont venus passer un mois dans des établissements scolaires andalous, et ensuite, le même contingent d'élèves andalous ira passer un mois dans un établissement français. Donc, nous, on est là pour mettre en relation les académies. Alors, il y a différentes échelles. On aide également les établissements français ou espagnols à trouver des partenaires plutôt dans les académies avec lesquelles il y a des conventions, mais aussi on facilite la mise en relation
d'établissements ou de groupements d'établissements sur des projets communs, alors souvent accompagnés d'un financement Erasmus, comme c'est généralement le cas maintenant. Il y a également des échanges de poste à poste, des enseignants qui partent, qui échangent leur poste pour une année scolaire. Certains enseignants espagnols vont prendre la place d'un enseignant français pour une durée d'un an. Donc nous, on est là pour faciliter et accompagner tous ces échanges au niveau académique pour la France et communautaire pour l'Espagne. Alors moi, je vais vous parler de notre dernier bébé en termes de gros dossiers, de gros sujets. Vous voyez en bas de votre écran, dans le petit carré plus foncé à droite, enseignement et formation professionnelle. Alors effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse depuis plusieurs années, mais qui a pris une dimension toute nouvelle suite à la signature d'un texte entre nos deux pays, donc entre nos deux gouvernements, d'un texte lors du sommet bilatéral franco-espagnol de Montauban du 15 mars 2021. Donc vous voyez, c'est tout à fait récent et qui prévoit donc l'accentuation, l'amplification de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel. Ce texte-là, franco-espagnol, fait écho à quelque chose de beaucoup plus grand à l'échelle européenne, qui s'appelle la construction de l'espace européen de la formation professionnelle et qui prévoit à terme, grâce notamment au programme Erasmus+, que vous connaissez bien, qui prévoit d'amplifier à l'échelle de l'Europe les mobilités, les échanges, les partenariats entre établissements de la formation professionnelle. Donc, c'est un sujet dont nous nous sommes emparés, bien évidemment, pour promouvoir et la formation professionnelle française côté espagnol et vice-versa. Vous avez compris qu'on travaillait toujours sur les deux volets, sur les deux aspects. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous sont intégrés dans un établissement qu'on appelle en Espagne un CIFP, donc un Centro Integrado de Formación Profesional, ou dans un établissement scolaire où il y a des cursus de formation professionnelle qui sont proposés. Et on se rend compte qu'un des enjeux de l'avenir, un des enjeux d'avenir de l'éducation en Europe, c'est ce qu'on pourrait appeler l'internationalisation de la formation professionnelle. Alors pour nous, au-delà des enjeux politiques, bien évidemment, il y a aussi des enjeux en termes de formation des enseignants. Elsa, tout à l'heure, vous a parlé de la DNL, donc de l'enseignement de disciplines non linguistiques en français, en l'occurrence. Et donc, demain, il est fort probable que de plus en plus de cursus de formation professionnelle intègrent des enseignements de matières spécifiques non linguistiques en français. Et notre rôle ici sera d'accompagner aussi nos collègues des communautés autonomes sur la formation méthodologique, pédagogique, didactique de ces enseignants. Voilà, là, vous avez finalement, autour de ce nuage de mots, la totalité des grandes actions, des grands dossiers sur lesquels nous travaillons en priorité. Et si vous me permettez, nous allons vous proposer maintenant un petit focus sur des éléments qu'a présenté Elsa. Donc, on revient à la partie soutien à l'enseignement du et en français. Vous vous rappelez avec ces grands labels, donc le label France Éducation, le Bachibac, pour vous présenter un peu plus en détail ce réseau qui est bien sûr pour nous un réseau prioritaire. Donc voilà, vous les avez ici. L'idée était de vous expliquer un peu comment tout ça fonctionnait, même si en étant intégré dans vos différents établissements, vous les connaissez peut-être sans doute mieux que nous, voire de l'intérieur. Donc, on peut distinguer plusieurs types, plusieurs catégories d'établissements. Vous avez bien évidemment des établissements, j'allais dire, lambda, qui proposent tout simplement le français en tant que LV2 et beaucoup plus rarement, comme vous l'a expliqué Aude tout à l'heure, en tant que LV1. Parce que si 99% des établissements scolaires proposent effectivement l'anglais en tant que LV1, certains établissements font le choix, au travers de leur autonomie qui est très importante en Espagne, certains établissements ont fait le choix quand même de proposer une langue autre que l'anglais en LV1, le français principalement en Espagne et pour quelques établissements, l'allemand.
Donc, vous avez cette première enveloppe, cette première catégorie d'établissements qui ne bénéficient d'aucun label, Bachibac, etc., mais qui, bien évidemment, pour nous, reste un réseau d'établissements très important pour lesquels nous proposons régulièrement aussi des actions, que ce soit de formation ou concours, événements pour les élèves. La deuxième grande catégorie, typologie d'établissements, ce sont les établissements qui proposent ce que nous appelons une section bilingue français, ou dans certaines communautés où le bilinguisme n'est pas forcément de rigueur, mais nous parlons plutôt de plurilinguisme, nous parlons de sections qui vont proposer et du français et de l'anglais. Dans le contexte du plurilinguisme, vous êtes peut-être actif dans une région autonome d'Espagne qui compte avec une langue co-officielle, par exemple la Catalogne ou le Pays Basque, ou encore la Galice ou la communauté valencienne. Donc ici, on considère un environnement plurilingue ou multilingue. Ces établissements à section bilingue sont environ au nombre de 300 en Espagne et peuvent concerner tous les cycles de la primaire à la ESO, ce qu'on appelle en Espagne le secondaire obligatoire, et le bachillerato, le secondaire post-obligatoire. Ensuite, vous avez ce réseau privilégié, ce réseau dit d'excellence, très cher à nos yeux, bien évidemment. Ce sont les établissements avec label France Éducation. Alors, souvent, la plupart des 103 établissements avec label France Éducation font partie des 300 établissements qu'on vient de citer juste avant, des établissements donc, qui proposent une section bilingue français. Pourquoi ? Parce qu'une des conditions, un des prérequis pour pouvoir prétendre au label France Éducation est bien de proposer une filière en français avec de l'enseignement de DNL en français, donc discipline non linguistique en français, de l'histoire, des mathématiques, de l'EPS, de la musique. Ces établissements-là peuvent donc candidater chaque année à l'obtention de ce label France Éducation au travers d'une campagne annuelle. Une fois ce label obtenu, ces établissements bénéficient donc d'une visibilité supplémentaire en appartenant à ce réseau mondial du label France Éducation et bénéficient aussi d'accès privilégié et gratuit à certaines ressources pédagogiques pour les enseignants. Nous en parlerons tout à l'heure, bien évidemment. Vous avez ensuite des établissements, les fameux établissements Bachibac, 119 sections Bachibac en Espagne, Elsa le disait tout à l'heure, dont 78 en Catalogne, qui reste effectivement un des poids lourds du dispositif Bachibac. Ces établissements, je ne vais pas vous répéter ce qu'a dit Elsa, rappelez-vous bien, double diplôme du baccalauréat et du bachillerato au travers d'enseignements spécifiques, notamment en DNL, d'une partie du programme d'histoire, qui est donc enseigné en français, et l'étude particulière d'œuvres de littérature, donc intégrée pleinement dans le programme de Bachibac. À savoir que pour ces élèves de Bachibac, une fois le diplôme obtenu, il est considéré qu'ils ont un niveau B2 de compétences en langue française, ce qui leur ouvre, avec le diplôme du baccalauréat en poche, ce qui leur ouvre les portes pour la poursuite d'études supérieures en France. Voilà, c'est un élément très important à prendre en compte, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui interviennent en section Bachibac. Enfin, nous savons que certains d'entre vous opèrent en tant qu'assistants de langue française dans des écoles officielles de langue. Il y en a 449 en Espagne sur l'ensemble du territoire et c'est un réseau assez unique, à notre connaissance en tout cas, qui n'existe qu'en Espagne, ce réseau d'écoles de langue mais qui sont gérés donc, par des fonds publics qui appartiennent au réseau public et gérés par le réseau scolaire des Consejerías de l'éducation et qui proposent à environ 50 000 élèves chaque année des cours de français. Pour vous faire une petite ordre d'idée par rapport à notre discours sur LV2 versus obligatoire versus LV2 optionnel, sachez qu'en Espagne, le français est enseigné par
9 000 enseignants environ à environ 1,4 million d'apprenants, donc principalement en LV2. Alors qu'en France, ce sont environ 3,2 millions d'élèves qui apprennent l'espagnol ou le castillan dans le système éducatif. Voilà, j'enchaîne rapidement pour que vous ayez une cartographie, une image mentale peut-être de ces fameux réseaux dont on a parlé. On n'a pas pu tout pointer sur la carte, bien évidemment, mais vous verrez en priorité la répartition, notamment des établissements Label France Éducation. Vous voyez le petit logo par-ci par-là, avec l'Andalousie en bonne tête, avec 32 sections labellisées. Vous voyez aussi la répartition des établissements Bachiba qui apparaissent en rouge. Vous voyez donc bien la Catalogne avec ses 78 sections et ainsi de suite. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de la carte. Sachez qu'on vous donnera accès, bien évidemment, à cette présentation PowerPoint. Donc, vous pourrez revoir ces données-là un peu plus tard. Je cède la parole à ma collègue Julie. Alors oui, merci Sébastien. Moi, je vais vous parler des ressources dont vous pouvez disposer. Alors évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. On va faire un petit focus sur des éléments qui peuvent vous servir en plus de tout ce que vous pouvez trouver sur les différents sites de ressources en fleuve sur Internet. Donc, comme vous l'a dit Sébastien, on vous transmettra cette présentation. Donc, les liens sont actifs sur le PowerPoint. Donc, vous pourrez avoir accès à un catalogue de ressources que la coopération éducative et linguistique avait élaboré, notamment pendant le confinement. Donc, c'est un catalogue assez dense, classé selon les publics. Est-ce que c'est plutôt des sites ou des ressources à destination des enseignants ou plutôt des sites à destination des élèves sur lesquels ils peuvent s'auto-former ou approfondir leurs connaissances vues en cours. On a également une chaîne YouTube, Cooperar para el Francés. Donc, sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez des webinaires qui ont été organisés donc, par la coopération éducative et linguistique. Alors, vous avez différentes thématiques. Par exemple, vous avez les webinaires de nos universités d'été avec, par exemple, des présentations sur la classe inversée, sur la réalité augmentée ou sur différents outils, des applications qui peuvent être utilisées en cours. Vous avez également plein de capsules vidéo pour vous parler du Bachibac ou du DELF. Sur la page Formación al Profesorado de l'Institut français, vous allez pouvoir retrouver et des webinaires et des liens également vers des plateformes de ressources, donc destinées davantage aux enseignants, dont vous pouvez aussi vous emparer pour proposer des activités en classe. Et vous avez aussi la page DALF Espagne. Donc là, c'est si jamais votre établissement, si pour vous, vous avez envie de vous renseigner sur ces certifications, mais si jamais dans vos établissements, vos tuteurs ou vos collègues présentent des élèves au DALF, si vous voulez les entraîner ou participer à la préparation, vous avez accès au calendrier pour voir les différentes échéances et aussi à des exemples de sujets pour vous faire une idée de ce qui est attendu. Donc, c'est le DELF et le DALF évaluent les 5 activités langagières de compréhension et de production. Ensuite, si vous avez, entre guillemets, la chance d'être dans un établissement Label France Éducation, dont on vous a montré le réseau tout à l'heure, donc le réseau le plus important des Label France Éducation en Espagne est en Andalousie. Donc, si vous êtes dans un établissement Label France Éducation, donc bilingue, vous avez accès à Culture Tech. Culture Tech, c'est la médiathèque de l'Institut français. Donc, vous avez différents médias. Vous avez un accès à des livres, à des films, à des chansons, à la presse. Tout est en accès numérique, sur tablette, sur smartphone. Donc, l'accès est gratuit si vous êtes en établissement Label France Éducation. Donc, je vous invite, si c'est le cas, à vous diriger, à vous adresser à votre coordinateur du bilinguisme dans l'établissement qui aura des codes et pourra vous les
les transmettre pour que vous puissiez explorer et tirer profit de c'est vraiment une grosse base de ressources et de supports authentiques surtout. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir exploiter des documents de presse ou de cinéma, par exemple. Vous avez aussi du cinéma sur IF Cinéma, donc, qui est une plateforme de films proposée par l'Institut français. C'est pareil, vous avez donc l'accès gratuit si vous êtes label français, dans un établissement label français d'éducation. Sachez néanmoins qu'il existe également IF Cinéma à la carte qui propose tous les mois ou tous les 2 mois une programmation ouverte à tous. Donc, vous pouvez visionner des films et inviter les élèves à les visionner peut-être en temps hors scolaire pour ensuite l'exploiter en cours ou du moins sur des activités où vous pouvez séquencer l'exploitation de ces films. Et enfin, vous avez le réseau Canopé. Donc, Canopé, c'est un réseau français d'outils numériques et de ressources proposées depuis la France, mais auxquelles vous avez également accès, où il y a des choses notamment intéressantes pour les DNL. Il y a tout un tas de ressources pour l'enseignement des mathématiques, de l'histoire en français. Donc ça, ce sont les ressources numériques. On vous invite également à vous rapprocher donc du réseau dont on vous a parlé, des Alliances françaises et des antennes de l'Institut français d'Espagne, où vous avez dans certains cas une médiathèque, où là, évidemment, vous avez donc des ressources que vous pouvez emprunter, mais qui sont aussi des relais ou qui vous proposent tout un tas d'offres culturelles auxquelles vous pouvez sensibiliser vos élèves ou vos collègues. Ça peut être aussi un rapprochement intéressant entre les établissements et ces structures du réseau de diffusion de la culture française en Espagne. Voilà, donc je vous rappelle que tout ça va vous être proposé, que les liens sont actifs sur le PowerPoint et vous pourrez explorer ça plus tranquillement ultérieurement. C'est à moi. Donc moi, maintenant, je vais un petit peu vous parler des moments forts un peu de l'année et surtout des événements où vous pourriez participer ou qui peuvent vous inspirer pour créer une activité. Donc voilà un petit peu le calendrier de ces 3 moments forts de l'année, en dehors du reste des actions qu'on vient de vous citer. Donc, il y a donc le 25 novembre, donc très proche, hein, dans un mois, presque jour pour jour, la Journée internationale du professeur de français, hein, qui se célèbre depuis maintenant 3 ans. Donc, c'est ce jour-là, on célèbre le professeur de français dans le monde entier. D'accord. C'est important de savoir qu'on célèbre le professeur de français pas forcément français, d'accord? Donc, on célèbre tous les professeurs de français qui donnent leur matière en français. Donc, voilà, donc on vous invite à pourquoi pas participer à cette journée. Si vous avez envie de créer une activité ce jour-là, si vous avez envie, si vous pensez diffuser sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos projets, à nous les faire partager. On sera ravis de pouvoir leur donner éventuellement de la visibilité. Voilà, donc un des moments importants de l'année. Ensuite, nous avons au mois de janvier 2022, donc cette année, ce sera le 27 janvier. Hein, c'est toujours les derniers jeudis en fait du mois de janvier. Donc la nuit des idées, hein, donc dans votre cas, ce sera plus à l'école, même si bon, il y a aussi les écoles officielles de langue, hein, qui ont des adultes. Donc cette nuit des idées, qu'est-ce que c'est? C'est une nuit où on célèbre une soirée. Bon, donc quand on dit nuit, évidemment, avec les adolescents, c'est pas forcément la nuit, hein, ça peut être la journée, l'après-midi. Mais bon, normalement, c'est donc la nuit où on célèbre un peu la libre circulation des idées.
hein, où là, on travaille aussi sur le débat, on s'exprime autour d'un thème. Alors, pour votre information, peut-être même si vous le savez peut-être déjà, cette année, le 1er janvier 2022, la France sera à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, hein, donc pendant 6 mois. Donc cette année, la Nuit des idées sera centrée sur l'Europe. Voilà. Il y aura un peu plus de détails très prochainement. Il y a un site, hein, qui est consacré à cette Nuit des idées. Donc c'est pareil là, on vous invite, enfin après il y a pas d'obligation, mais ça peut vous donner une inspiration pour faire une activité avec vos élèves autour de cette libre circulation des idées, du débat. Vraiment on célèbre là cette expression, et donc évidemment, c'est idéal quand ça peut être fait en français, mais pas forcément. Pensez que là, c'est vraiment, ça va au-delà, c'est transversal, hein, donc voilà. Voilà pour cette nuit des idées. Ensuite, au mois de mars, hein, alors le mois de mars, c'est le mois de la francophonie, hein, donc même si la francophonie, c'est au quotidien, hein, c'est tous les jours qu'on doit la célébrer, mais bon, on la met en valeur vraiment au mois de mars, hein, depuis déjà fort longtemps. Et le 20 mars est la journée internationale de la francophonie. Alors là, c'est pareil, hein, on vous invite aussi vraiment avec vos tuteurs, hein, tout ça, je vous dis ça, mais bon, mettez-vous en contact avec vos tuteurs. Je pense qu'eux, ils ont l'habitude, ou en tout cas, vous pouvez leur donner l'idée, du coup, si ils ne le font pas encore, à célébrer ce mois de la francophonie. Le 20 mars, c'est pas, voilà, c'est une date symbolique, hein, mais bon, après, ça peut être n'importe quand dans le mois. Voilà un petit peu pour les temps forts des événements, et voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, qui peut vous inspirer pour vous, pour voilà, solliciter vos élèves, créer des activités. Voilà, mettez-vous en contact avec vos tuteurs, et évidemment, on est aussi à votre disposition si vous avez besoin de plus de renseignements. Merci. Voilà, pour finir, je pense que Élodie Oui, alors va nous pour rejoindre. finir, donc pour retrouver toutes les informations concernant la coopération éducative et linguistique, vous pouvez vous connecter sur le site de l'Institut français d'Espagne, institutfrançais.es, pardon, sur lequel vous retrouverez aussi toute l'actualité culturelle des différents instituts français en Espagne. Et pour notre actualité de la coopération éducative, vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Donc, vous voyez les différents comptes qui apparaissent à l'écran. Donc, vous avez Twitter, la chaîne YouTube dont Julie vous a parlé avant, Cooperar para el Francés, et également Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre et aussi à nous étiqueter si vous publiez les travaux que vous faites avec vos élèves ou les projets. Voilà, n'hésitez pas à nous étiqueter. Merci à tous et à toutes. Merci. Je vais donc couper peut-être la projection le partage d'écran du panorama, du PowerPoint, et puis on va répondre à des questions qui nous ont été adressées. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez encore nous adresser vos questions. Il y en a néanmoins quelques-unes. Je pense que Aude, tu voulais déjà pouvoir répondre à quelques commentaires qui avaient été adressés. Oui, merci Sébastien. Effectivement, réagir à plusieurs commentaires qui ont été faits. Oui, vous êtes jeune, vous êtes dans des établissements. C'est aussi tout votre pouvoir aussi d'action au quotidien qui est vraiment importante.
Grâce à vous, vous allez convaincre des élèves qui pourront convaincre des parents, qui ensuite pourront convaincre aussi des autorités autonomes. Voilà, enfin, la promotion du plurilinguisme en Espagne, c'est l'introduction que j'ai faite, elle se fait au quotidien et cela fonctionne. Et voilà, c'est une action de tous les jours, mais c'est passionnant. C'est une spécificité, ça, on ne peut pas le nier par rapport à la France. Vous découvrez effectivement un système éducatif qui n'est pas du tout le même. C'est des combats qui sont quotidiens, des combats que l'on a gagnés avec des associations des professeurs de français. On n'a pas fait ça seul, mais on a gagné ce combat en Andalousie, on a gagné ce combat à Madrid, et il y en aura d'autres, on le sait. La promotion du plurilinguisme aussi fera l'objet, ce sera vraiment une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en janvier, puisque finalement, il y a très peu de pays européens qui offrent non seulement une LV2, et qui offrent cette LV2 de la maternelle jusqu'au bac. Donc voilà, en France, effectivement, on bénéficie de ce système-là, mais il n'est pas du tout universel, loin de là, donc vous vous en rendez compte. Et voilà, toute votre action, c'est passionnant aussi pour ça, puisque vous allez avoir des élèves qui ont choisi le français par choix, par passion. Il faut continuer à les motiver et grâce à eux, vous pourrez aussi en motiver d'autres. Et c'est vraiment très important pour nous tous. Voilà, on est vraiment ensemble là-dessus, bien sûr. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a des projections de films que l'on fait dans plusieurs antennes de l'Institut français cette semaine et la semaine prochaine. Je prends à Barcelone ou Madrid. Voilà, on a les films Les Hirondelles de Kaboul qui est projeté. Et ce film, par exemple, à Madrid, on avait prévu une séance. Notre amphithéâtre permet d'accueillir 250 élèves. Et ben, il a fallu qu'on en fasse une deuxième tellement finalement on avait du succès et on aurait pu en faire une troisième. Donc vous voyez, voilà, l'intérêt pour le français, il est là. C'est à nous de le relier aussi à la culture française. C'est à nous de le promouvoir comme langue de l'emploi. Et je voulais aussi réagir sur la formation professionnelle et l'internationalisation de la formation professionnelle. Grâce à l'action de plusieurs pays de l'Union européenne, grâce à l'action de la Fédération des associations des professeurs de français en Espagne, dans le projet de loi qui est en train de discuter au Parlement, il y a tout ce volet-là d'internationalisation. Et sans l'action de nous tous, il y a fort à parier que ça n'aurait pas eu lieu. Donc voilà, c'est vraiment important. Effectivement, oui, c'est un combat quotidien, mais c'est un beau combat et on va continuer à le faire avec vous tous. Je voulais aussi réagir par rapport à la question de l'antenne de l'Institut français de Valence. Non, l'Institut français de Valence n'a pas fermé. On a plusieurs collègues qui sont sur place et qui travaillent tous les jours au quotidien. Nous tous, tous les attachés de coopération, que ce soit universitaire, scientifique, culturel, débat d'idées, on se déplace à Valence, on monte des actions et Sébastien, sur la partie coopération éducative et linguistique, même s'il est à Barcelone, travaille quotidiennement avec les autorités de la communauté autonome de Valence. Voilà, et vous verrez qu'il y aura toutes les sections d'ELF-DALF qui seront mises en place pour février. Voilà. Si je peux me permettre juste de préciser juste aussi, parce que c'est vrai que quand on est français, on est tellement habitué à un système homogène. Il faut bien comprendre qu'en Espagne, voilà, c'est un système décentralisé, c'est-à-dire que chaque communauté autonome mène sa politique éducative, en fait. Donc, il y a un tronc commun, bien sûr, mais donc, je ne sais pas si vous échangez entre assistants d'une communauté et d'une autre, mais en tout cas, pensez bien on n'a pas du tout la même situation au Pays Basque, où je me trouve, hein, où le français, finalement, n'est qu'optionnel. Évidemment, comme on vient de le dire, en Andalousie, où voilà, où la LV2 est obligatoire dès l'école primaire. Donc, bon,
il faut faire attention aussi quand on dit 2 heures par semaine, etc. Ouais, bon, c'est tout à fait, voilà, c'est un combat. On essaye que la langue française soit le plus présente possible. Mais bon, pensez que chaque communauté autonome a ses particularités. Il n'y a pas d'homogénéité par rapport à ça en Espagne. C'est important que vous le compreniez, hein. Voilà, chaque communauté autonome a vraiment sa particularité à ce niveau-là. Voilà, je voulais juste préciser. Oui, peut-être ça me permet, moi, de réagir sur un des commentaires du fil de discussion où une collègue disait que malheureusement, il n'y a plus de français en formation professionnelle. Là encore, on ne peut pas généraliser. Alors attention, on ne vous dit pas que la situation est idéale, hein, bien évidemment, mais on sait qu'il y a encore des filières où le français est enseigné en formation professionnelle. C'est très peu d'élèves concernés, bien évidemment, mais les frémissements peut-être d'un retour, d'un rebond sont là. Voilà un exemple très concret. J'ai organisé en partenariat avec les autorités éducatives de Catalogne au mois de juin dernier une formation justement à la méthodologie de l'enseignement du français en tant que DNL, hein, pour les disciplines non linguistiques, à près de 40 enseignants de filières de tourisme, assistance de direction, logistique et agroalimentaire. Donc, vous voyez que l'Espagne et les communautés autonomes et le ministère se saisissent aussi des enjeux d'internationalisation de la formation professionnelle. Et on en parle et on y revient souvent, nous, notre petite équipe, parce qu'on pense que justement, ça peut être un nouveau levier pour nous d'influence pour promouvoir la place des langues vivantes étrangères dans le système éducatif à l'échelle du territoire. Alors, dans les questions, peut-être, je ne sais pas, les collègues, vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu les questions qui sont dans l'onglet questions-réponses. Alors, peut-être préciser aux assistants qui nous écoutent que, alors, on n'est pas malheureusement des tremplins pour l'emploi et pour l'avenir, hein. Là, on ne peut pas vraiment vous renseigner. J'ai vu une question sur le master Moi, FLE. je peux dire juste rapidement Oui. que bon, je connais bien juste très rapidement parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans les détails, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais pour ceux qui veulent devenir professeurs, bon, c'est un petit peu comme en France. Déjà, alors, par contre, il faut attendre qu'il y ait une convocation au concours, hein, il n'y en a pas tous les ans. Donc, ce n'est pas comme en France où tous les ans, il y a le CAPES, l'agrégation. Donc, il faut attendre la convocation. Et pour ça, il faut déjà valider votre diplôme en Espagne. Et ensuite, il faut passer un diplôme qui s'appelle Master de Professorado, qui se fait à l'université. Je crois que ça peut se faire à distance. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous présenter au concours d'enseignement. Voilà. Après, vous avez des renseignements, si vous voulez avoir plus de renseignements, hein, pour ne pas rentrer dans les détails, dans les consejerías d'educación. Donc, il y a des bureaux qui sont destinés, qui sont consacrés à ça. Voilà, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment de vous rapprocher des autorités locales, ouais, voilà. Compte tenu des règles qui sont parfois un peu différentes. Simplement sur la question du master FLE, je sais que nos collègues du pôle de coopération universitaire et scientifique travaillent depuis plusieurs mois à la reconnaissance du master FLE français auprès des autorités universitaires espagnoles. Ce dossier-là n'est pas abouti à ce jour, hein. Donc, c'est du travail de fond, hein. C'est long parce que voilà, il faut arriver à un moment donné, trouver les moyens de produire une équivalence qui soit souhaitable pour tout le monde. Donc, encore une fois, il faut mieux vous renseigner de toute façon au niveau local. Alors oui, j'ai peut-être essayé de réagir à un commentaire concernant le peu d'heures de français par semaine et la difficulté de caser les interventions en tant qu'assistant. Je vous rappelle que vous êtes assistant auxiliaire, vous n'êtes pas là, enfin, vous êtes en plus, mais vous êtes justement pour aider et faciliter la conversation ou l'expression orale des élèves. Normalement, vous êtes en co-enseignement la plupart du temps, vous n'êtes pas en plus. Donc, s'il y a 2 heures de français par semaine, sachez qu'en France, il y a aussi 2 heures d'espagnol par semaine dans les établissements, dans les lycées. Et les assistants, pour en avoir eu un moment, ils sont là en plus pour justement aider l'enseignant à prendre un petit groupe en charge pour faire des activités de
de production orale. Donc, vous ne devez pas intervenir en plus de ce qui est prévu, vous intervenez avec l'enseignant en général. Vous êtes là en tant qu'aide, vous n'êtes pas en complément. Donc, essayez peut-être de voir avec vos collègues comment est-ce que vous articulez votre rôle ou les activités que l'enseignant référent prend en charge et les activités que vous allez mener justement pour appuyer le programme de l'enseignant sur les 2 heures qui sont dédiées à l'enseignement du français. Voilà, je venais vous rappeler que normalement, vous êtes censé agir en co-enseignement et pas en plus de ce qui est prévu. Et puis, je pense qu'il faut, pardon, je pense qu'il ne faut pas se décourager avec le peu d'heures parfois qu'on a, parce que, vous savez, parfois aussi, donner envie. Bon, moi, j'ai une double casquette et je suis aussi directrice des cours à l'Institut français de Bilbao, donc je le vois au quotidien. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui ont étudié le français, très peu. Ils ont un petit niveau, mais on leur a donné envie de continuer ensuite, hein. Donc après, ils reviennent, ils continuent. Voilà, bon, c'est vrai qu'on aimerait que tous les élèves sortent puissent partir du lycée avec un niveau B2, mais bon, voilà, on sait que c'est difficile, mais pensez que votre travail n'est pas vain, hein, c'est pas parce qu'ils ont seulement 2 heures. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est un peu frustrant, mais pensez que voilà, donner envie, la langue après, c'est un long chemin. Ils peuvent avoir envie de réaliser une mobilité en France par la suite, ou de continuer les cours à l'extérieur. Voilà, donc tout ça, c'est important aussi dans votre travail. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, la langue, elle doit être vivante. Donc, voilà, c'est vraiment l'envie qui est essentielle. Par rapport à une question sur les établissements qui offrent l'enseignement du français en LV1, écoutez, là, comme ça, on n'a pas la liste. C'est pareil, c'est tellement variable d'une communauté à une autre que rapprochez-vous aussi de la communauté autonome. On peut aussi vous aider là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut pas vous faire une liste. Voilà, vous imaginez bien si en France, on devait donner la liste totale. Il y a tellement d'établissements que cela peut être difficile. Aude ? Oui, vas-y. Tu me permets d'intervenir? Oui, simplement pour… moi, je suis très intéressé pour, bien sûr, avoir de vos nouvelles à toutes et à tous, mais je vois une de nos auditrices qui nous dit qu'elle est assistante de langue dans une classe de formation professionnelle. Donc, n'hésitez pas, hein, Cyrielle, vous allez retrouver le moyen de nous contacter, nous écrire sur notre adresse générique, hein, que vous retrouvez sur le PowerPoint, à nous faire part de où vous êtes, quelle est votre expérience, dans quel cursus, comment ça s'est construit. Ça nous intéresse beaucoup, hein, de pouvoir récolter votre témoignage à tous, mais en particulier sur des niches comme ça, ce qu'on pourrait appeler des niches ou des auxiliaires basés en FEP. C'est vraiment très, très intéressant. On voit qu'il y a une jeune collègue qui est donc dans un établissement primaire où on a du français en LV1. Donc, vous voyez, ça existe aussi. Je voulais aussi réagir à la question peut-être posée par un collègue qui nous demande s'il doit faire des fiches pédagogiques pour chaque activité qu'il propose en Bachibac. Alors là, encore une fois, je pense que ça, c'est vraiment le type de question qu'il faut mettre sur la table avec votre tuteur, hein, dans l'établissement scolaire, pour vous adapter aux méthodologies de travail qui sont proposées au sein de l'établissement. Nous, on serait mal placé quand même pour vous donner des conseils. Bon, alors, j'ai vu notre question sur nos études. Je pense qu'on est plusieurs ici à avoir un parcours d'enseignant à la base. Donc, effectivement, faire des fiches pédagogiques, c'est recommandé. Pour chaque activité, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Donc, à vous d'évaluer, d'équilibrer votre travail sous les recommandations de votre tuteur. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Mais je parle sous le contrôle de mes autres collègues enseignants ou anciens enseignants. Ouais, je pense vraiment qu'il faut que vous ayez un vrai binôme avec votre tuteur pour vraiment caler justement l'articulation de vos activités, comment l'équipe de français est habituée à travailler pour que vous arriviez
vous intégrer au maximum et puis à donner cette envie aussi. Vous êtes aussi un ambassadeur de la culture française dans l'établissement, donc n'hésitez pas à impulser aussi peut-être des semaines francophones ou un petit déjeuner ou des choses comme ça qui vont venir nourrir toutes les activités proposées dans le cadre de la classe, mais aussi en dehors. Vous avez ce statut un petit peu intermédiaire, vous n'êtes pas enseignant, donc vous avez un rapport peut-être un peu différent qui est possible avec les élèves, donc essayez d'en tirer profit pour justement rendre attractif la langue française aussi. Je vais justement revenir sur le premier événement qui va avoir lieu très, très vite, la Journée internationale du professeur de français. Donc oui, parce que Elsa vous a présenté le fait que c'est une journée mondiale, c'est une journée très importante pendant laquelle vous pouvez organiser des événements. Juste pour vous dire un petit peu ce que nous avons prévu, et on compte sur vous du coup pour relayer un petit peu ça si vous le souhaitez bien sûr, c'est de faire des capsules vidéo de témoignages d'enseignants, que ce soit des enseignants qui enseignent dans les lycées français, que ce soit des enseignants qui enseignent dans le système éducatif espagnol, que ce soit des enseignants qui enseignent dans des écoles de langue, hein, qu'elles soient l'Institut français, la langue française ou les écoles de langue espagnoles, que ce soit des enseignants qui enseignent à l'université. Voilà, avec vraiment l'objectif, c'est effectivement de promouvoir la langue française, de montrer qu'elle est dynamique. Et donc, voilà, donc ça, c'est une première action. Et puis, je vais profiter du fait que derrière ma collègue Julie, il y a une belle photo derrière elle, aussi pour un événement dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi intéressant et pour lequel vous pouvez mobiliser des élèves porte à vos. Julie, tu peux te laisser. Julie, je vois que ça en face de moi. J'en profite. Oui, alors l'affiche que j'ai derrière moi, c'est l'affiche de l'édition de cette année, donc de Portavoz, qui était la seconde édition. C'est un concours photo donc, qui s'adresse aux élèves du secondaire. Je parle sous le contrôle de mes collègues aussi. Hein, Quarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Et la FFP. Et FFP, pardon. Et FFP. Donc, il y a une thématique chaque année et donc on invite les élèves à prendre une photo et à y joindre une légende en plurilingue, donc avec évidemment une légende en français, mais traduite également dans 3 ou jusqu'à 5 langues, il me semble. Voilà, donc cette année, on a récolté plus de 900 photos. Il y en a 34 qui ont été sélectionnées, qui ont été lauréates. Et donc, il y a eu des prix divers selon le classement. Et donc, voilà, donc c'est un concours qui plaît en général. Il est souvent accompagné de masterclass du parrain, souvent de l'édition, qui est en général un photographe ou une photographe de renommée. Donc, il y a le concours, mais il y a toute une série ensuite d'ateliers ou de conférences virtuelles autour de ce projet. Et peut-être qu'il aura une dimension internationale dans sa prochaine édition, mais ça, c'est à confirmer. Pour continuer de répondre à des questions, sur des questions administratives, voilà, pour nous contacter, voilà, on vous a mis et puis on vous diffusera du coup le PowerPoint. Vous avez une adresse générique. Aussi sur les questions, voilà, Elodie vient de l'ajouter aussi dans le chat. Merci Elodie. Après, il y a des questions aussi administratives que vous avez été sélectionné par France Éducation Internationale aussi. N'oubliez pas aussi qu'ils sont là. Enfin, voilà, c'est les assistants de langue. C'est un programme qui est très ancien de coopération bilatérale et qui se développe de plus en plus. Donc, voilà, vous pouvez aussi poser ces questions-là. Ils sont très actifs, France Éducation Internationale. Là, pour Portavoz, vous avez toute l'information. Il y a un site dédié également. Et merci aux uns et aux autres de répondre aux questions qu'on vous pose aussi également directement.
Peut-être aussi ajouter que sur la question justement pour nous contacter, il y avait aussi où trouve-t-on la promotion de ces concours. Peut-être vous expliquer aussi, c'est important dans notre fonctionnement, nous ne sommes pas en lien direct avec les établissements scolaires. Je pense que c'est important de le comprendre. N'oubliez pas que nous sommes rattachés à l'ambassade de France, hein, donc il y a un aspect protocolaire aussi dans notre travail qui est important. Donc nous, nos contacts privilégiés au quotidien, ce sont des techniciens administratifs, personnel éducatif, cadre éducatif, pardon, qui travaillent dans les consejerías d'éducation, qui pourraient être assimilés, alors attention, hein, avec précaution, hein, ce n'est pas exactement la même chose, mais à des rectorats. Sauf que bien sûr, le poids des consejerías d'éducation en Espagne est beaucoup plus important que celui d'un rectorat français, puisqu'il y a ce niveau d'autonomie des communautés autonomes. Donc nous, on est en contact avec ces gens-là, moins avec les établissements scolaires. Donc quand on lance du point de vue de la coopération un concours, une action nationale, je vous donne un exemple très concret pour ce webinaire d'aujourd'hui. On l'a pensé, on avait envie de le faire, on avait envie de vous réunir, on l'a monté et ensuite on a diffusé l'information auprès de nos 17 correspondants dans les consejerías d'éducation qui, eux, ensuite se sont occupés de rediffuser auprès des établissements de leur région qui comptaient avec la présence d'un auxiliaire de conversation. Donc, vous voyez dans cette chaîne d'information, c'est comme ça que normalement, vous serez au courant des actions que nous pourrons proposer. Toutefois, comme il peut y avoir parfois des délais entre la communication, ça part de chez nous, ça arrive dans un bureau, dans une consejería, ça redescend, on vous conseille vivement de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux ou sur nos sites internet parce que nous publions aussi en parallèle, nous faisons la promotion de nos actions. Donc, du coup, n'hésitez pas à avoir ce double regard et les réseaux sociaux et de solliciter aussi votre tuteur pour savoir voilà, s'il y a une information qui est tombée de point de vue de la coopération éducative. Plus de questions, plus de commentaires? Je vais juste rajouter effectivement, donc aujourd'hui on a fait un premier webinaire, l'objectif c'est d'en faire de temps en temps et c'est aussi important que vous nous disiez aussi vous ce que vous souhaiteriez par rapport à ces webinaires. On a des idées mais voilà, c'est aussi vous qui êtes sur le terrain qui voyez aussi ce qui peut être le plus pertinent possible. Voilà, vous êtes presque 500 en Espagne, donc vous êtes très nombreux et aussi pour vous dire aussi que vous êtes dans un établissement qui se situe au milieu de d'autres établissements et c'est aussi intéressant de pouvoir organiser aussi des événements, des informations si vous pouvez et si bien sûr votre professeur, tuteur vous autorise d'en parler et d'échanger et de monter des projets communs. C'est aussi comme ça que par essaimage, on peut attirer d'autres personnes, d'autres élèves qui ne sont pas forcément francophones, mais voilà, qui pourraient le devenir. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Les questions, on en veut. Oui. Une question par rapport au certificat spécifique. On aurait besoin de plus d'informations. Quel type de certificat vous parlez? N'hésitez pas pour des questions effectivement plus individuelles à nous les poser sur notre adresse et après on aura. Alors je vous le dis tout de suite, il y a des questions pour lesquelles nous aurons des réponses faciles, d'autres questions pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse parce qu'on n'a pas forcément ces compétences-là. Voilà, donc vous avez vu un peu notre champ d'action. On est aussi bien occupé au quotidien. On a des très beaux projets à venir.
comme on l'a dit aussi, avec des nouvelles priorités qui arrivent. Et voilà, donc c'est passionnant, mais voilà, on fera de notre mieux pour être à votre disposition. Voilà. Ne nous en voulez pas si on ne vous répond pas tout de suite, parce qu'on sait qu'aussi avec les emails, on a tendance les uns et les autres à attendre des réponses tout de suite. On le fera de mieux, mais pas forcément. Et pour certaines questions, on n'aura jamais les réponses parce que malheureusement, ça ne fait pas partie de nos dossiers et on risquerait de mal vous orienter dans nos réponses. Alors, pour répondre à une question sur l'Institut français de Madrid, est-il possible d'intervenir bénévolement en dehors du rôle d'assistance sur des événements organisés par l'Institut? Eh bien, oui. On en a parlé pas plus tard que ce matin en réunion de service avec notre conseiller. C'est effectivement des choses qui sont possibles. Il y a énormément d'événements qui sont organisés dans les différentes antennes de l'Institut, dans les alliances françaises, des événements qui sont quelquefois grand public, qui nécessitent de mobiliser beaucoup de nous tous. Enfin, on se mobilise beaucoup soirée, week-end. Donc, si vous le souhaitez, oui, prenez contact avec nous et on verra en fonction des événements pour lesquels vous vous sentez les plus à l'aise. Voilà, c'est effectivement quelque chose qui est important. Oui, par rapport à la question des débouchés possibles en AF ou en IF, je me permets de répondre parce que oui, n'hésitez pas à vous rapprocher de toute façon des instituts français, des alliances françaises. N'oubliez pas que chaque alliance française travaille dans une région différente et donc il y a des grandes disparités. Hein. Il y a des alliances françaises qui ont 3 salles et d'autres qui en ont 15. Donc, mais oui, je vous invite, voilà, si vous avez envie de rester en Espagne, si vous avez envie de faire vos armes dans le FLE après l'expérience d'Assistana, n'hésitez pas à envoyer vos CV, que ce soit dans les alliances ou dans les instituts. Enfin, je ne vous dis pas que vous aurez un travail assuré, mais en tout cas, je peux parler en tant que directrice des cours, on valorise beaucoup l'expérience d'assistana dans une expérience professionnelle, même si vous êtes jeune, c'est pas forcément un problème pour nous. Donc voilà, donc, tentez votre chance en tout cas. C'est pas assuré, mais en tout cas, ça peut vous ouvrir des portes, oui, effectivement. Sébastien, tu répondras directement, tu as répondu directement à la question, monsieur Sébastien. Voilà, très bien. Ouais, je suis en train de répondre en direct, oui, effectivement, par écrit. Je te vois taper. Excusez-moi. Il y a des newsletters auxquels vous pouvez vous abonner pour connaître tous les événements culturels, parce que ça peut être pour vos élèves, mais pour vous aussi, de manière personnelle. Donc, si vous inscrivez dans les newsletters, il y en a dans les instituts français, dans beaucoup d'alliances aussi. Ça vous permettra de connaître la programmation culturelle. Mais en général, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous les connaîtrez aussi, les programmations culturelles des différents instituts alliances. Peut-être que vous pouvez aussi, on peut susciter peut-être des vocations. Nous sommes bien sûr toujours à la recherche d'influenceurs qui pourraient agir en faveur de la francophonie, la langue française, des cultures francophones. Donc, si vous avez un talent d'influenceur que vous ramenez depuis la Suisse, la Belgique ou la Tunisie, n'hésitez pas à la mettre à profit en Espagne et bien évidemment à partager avec nous, à nous taguer sur vos vidéos. C'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous l'expliquer. Je pense que vous maîtrisez tout ça mieux que nous. Et donc ça, nous savons que ce sont aujourd'hui des relais importants d'influence auprès des jeunes. Donc si vous avez ces talents-là d'animateurs, d'influenceurs,
n'hésitez pas à vous lancer. Je pense qu'on en aura tous besoin pour promouvoir la place des langues vivantes et le plurilinguisme en Espagne. Dernière question, non? Profitez-en. Alors, si on n'a pas, si. Si. Y a-t-il une journée de rassemblement des auxiliaires de prévue? Pas dans les conditions actuelles, malheureusement. Après, on va aussi travailler, je vous dis, puisque avec nos collègues de l'ambassade d'Espagne en France, qui font aussi des actions pour les assistants espagnols qui sont dans les établissements français. Et donc, ce sont des réflexions que nous menons. Mais aujourd'hui, il est sûr que les conditions sanitaires ne nous permettent pas de faire des rassemblements. Après, des rassemblements aussi à Madrid de 500 personnes, on n'aurait pas non plus les moyens financiers pour le faire, objectivement. Donc, on profite aussi on est tout à fait conscient que c'est complètement différent de contact en présence, mais on a tous tiré des leçons de la crise et ce webinaire en est la preuve, c'est qu'on arrive malgré tout à mobiliser et à prendre contact avec vous. Après, si vous voulez aussi vous mettre en contact les uns les autres au sein de vos régions, on vous invite à le faire. Ça se fait dans différents endroits. Sous forme de groupe WhatsApp, etc. C'est aussi motivant que vous puissiez partager les uns et les autres vos expériences dessus. Les homologations de diplômes, juste pour répondre à la dernière question, là, c'est quelque chose d'assez complexe qui est géré par les Consejerías d'Educación. Là, il faut vraiment que vous retourner vers les bureaux des autorités éducatives locales, en fonction de là où vous êtes. Si c'est à Madrid, la communauté de Madrid, si c'est en Galice, mais voilà, il faut... ça, c'est chaque consejería gère... Pour répondre sur le lien en contact. Alors, tout pour vous dire, effectivement, nous, on ne peut pas avoir vos coordonnées comme ça personnelles et de tous les assistants de langue, puisque les données personnelles, vous les avez données, et à France Éducation Internationale notamment, qui s'est engagée à ne pas les diffuser. Donc ça, on ne peut pas les avoir. En revanche, on peut effectivement travailler, nous, avec nos collègues, comme disait Sébastien, notre porte d'entrée, c'est toujours les communautés autonomes qui ont les coordonnées chacun. Et on peut les solliciter pour qu'elles vous transmettent des informations et que vous puissiez après les uns et les autres vous mettre en relation. Mais on ne pourra pas vous faire un fichier de partage comme cela, malheureusement. Enfin, voilà. Et heureusement aussi. Il y a un groupe Facebook qui existe déjà, assistant de langue française, je crois, qui s'appelle... c'est un groupe uniquement pour vous. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est assez pratique pour échanger. Pour le natif, moi, je vous explique parce que c'est aussi... oui, c'est vrai que ce mot prête à confusion, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a vraiment ce concept en Espagne. Ça, c'est l'élève espagnol est en demande d'un professeur de français natif. Voilà, nativo, ce qu'ils appellent nativo. Donc, effectivement, il y a des institutions qui demandent des professeurs natifs, non pas parce que c'est vraiment un critère de qualité, parce que ça ne l'est pas forcément d'ailleurs, mais c'est vrai que les élèves, quand ils achètent en tout cas un cours de français, ils veulent que le professeur soit francophone de naissance. Voilà. Donc, ça,
faut bien analyser les annonces. Il ne faut pas hésiter à envoyer votre CV quand même, hein, de toute façon, hein, si vous voyez ce genre de termes. Voilà. Merci. On vous propose du coup de clôturer ce webinaire. Un grand merci à vous de votre participation après vos heures de cours. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à échanger avec nous et merci encore pour le rôle que vous avez pédagogique dans vos établissements et merci pour le rôle de relais que vous pourrez avoir sur voilà, la motivation pour faire que cette belle langue du français qui se diffuse, continue de se diffuser en Espagne. Et, voilà, langue, culture, sciences, voilà, tout cela peut se faire en français. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.